Merci de nous rejoindre sur RTI1. Bonjour et bienvenue. Voici les titres de votre édition. Nous ouvrirons ce 13h avec le point complet du Conseil des ministres d'hier mercredi. Conseil des ministres qui s'est tenu au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. La réunion a porté sur de nombreux sujets, notamment des projets de loi à suivre donc en début de journal. Dans le cadre de sa visite qu'elle effectue en Côte d'Ivoire, la commissaire européenne en charge des partenariats internationaux, Jutta Urpilaen, s'est rendue hier dans une plantation de cacao à Azaguié, une plantation qui met l'agroforesterie au centre de ses pratiques, faisant d'elle une plantation dite de cacao durable. Le président tunisien a dissous le Parlement 8 mois après l'avoir suspendu. Kais Saïed a fait cette annonce lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale qu'il a présidé après que des députés ont bravé la suspension du Parlement en organisant une séance virtuelle au cours de laquelle ils ont voté pour annuler les mesures exceptionnelles décidées par le président. Je vous emmène tout de suite au palais de la présidence de la République où s'est tenu hier mercredi un conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de cette réunion comportait des projets de loi et d'ordonnances et des projets de décret. Pour le point de cette réunion, on retourne au plateau avec Jérôme Kofi Aboula. La question du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, un sujet qui ne laisse personne insensible. Le Conseil des ministres présidé par le président de la République, Alassane Ouattara, ce mercredi, en a parlé. Une mesure en vue de la lutte contre ce phénomène a été prise. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un projet d'ordonnance portant régime des sanctions administratives applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et organisation du contrôle des assujettis, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance, en fait, prévoit des sanctions administratives comprenant notamment l'interdiction temporaire d'exercice et le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle applicable aux assujettis et aux autorités de contrôle. Elle précise les assujettis, détermine les autorités de contrôle et institue un organe administratif de sanction dénommé Commission nationale des sanctions de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Également au menu de cette rencontre, la cacaoculture sur le sol ivoirien. Ici, l'accent est mis sur le développement de la politique et la stratégie nationale pour la cacaoculture en Côte d'Ivoire. La déclaration s'articule autour de 3 objectifs globaux, à savoir améliorer le revenu des producteurs de cacao et leur bien-être, lutter contre la déforestation et éradiquer le travail des enfants dans la cacaoculture, donc à l'horizon 2025. Elle capitalise sur les acquis de toutes les initiatives en cours, ainsi que sur les résultats du dialogue Côte d'Ivoire-Union européenne sur le cacao durable. Le Conseil des ministres a aussi informé que toutes les cartes nationales d'identité produites en 2009 viennent à expiration à la date du 31 mars 2022, c'est-à-dire ce jeudi. Le Conseil a adopté une communication relative au bilan cumulatif de l'opération d'identification au 28 mars 2022 et à la fin de la validité de la CNI, la carte nationale d'identité produite en 2009. Il convient de rappeler que le renforcement du dispositif actuel de l'ONICI permet un renouvellement de la carte nationale d'identité, la CNI, en moins de 14 jours. Ce dispositif a donc permis l'appurement de plus de 92% des demandes en instance au 31 décembre 2021 et la production, comme je vous l'ai annoncé, de plus de 3 millions de CNI. À ce jour donc, il reste 613 425 cartes qui n'ont pas encore été retirées. En raison donc de ces chiffres, le gouvernement tient à rappeler aux populations concernées que la prorogation
au 31 mars 2022 de la période transitoire de validité des cartes nationales d'identité, arrivant à expiration donc le 31 décembre 2021, prendra effectivement fin à l'échéance prévue. En d'autres termes, la validité des cartes nationales d'identité produites en 2009 expire au 31 mars 2022. S'agissant de la vie chère, la baguette de pain ne va pas connaître une augmentation de prix. Selon le Conseil des ministres, les prix restent 150 francs et 200 francs conformément au poids de la baguette. Le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions des travaux du comité technique en charge de la filière blé farine boulangère. Le travail de ce comité technique a permis, en accord avec tous les acteurs de la filière, de définir désormais pour notre pays un poids fixe de la baguette standard, mais également, puisqu'on avait une fourchette haute, de permettre aux fabricants qui veulent aller vers cette fourchette haute d'avoir également un prix standard. Donc nous n'avons plus une fourchette de poids, nous avons deux poids. Une baguette standard qui va garder le prix initial de 150 francs CFA pour 174 grammes et une autre baguette qui tend vers la fourchette haute qui, elle, est évaluée donc à 232 grammes et qui coûtera 200 francs CFA. La définition donc de ce poids fixe permettra donc de rendre le contrôle plus aisé et contraindre donc les boulangers à s'en tenir aux prix qui sont fixés. Le prochain Conseil des ministres va se tenir le 13 avril 2022. Après ce Conseil des ministres, le chef de l'État a reçu la commissaire européenne en charge des partenariats internationaux. C'était toujours au palais de la présidence de la République. Jutta Urpilainen, c'est son nom. Elle est depuis quelques jours en visite de travail en Côte d'Ivoire. On retrouve Jérôme Kofi Abolin qui a également assisté à cette audience. Elle est la commissaire européenne aux partenariats internationaux. C'est en cette qualité qu'elle a été reçue ce mercredi par le président de la République, Alassane Ouattara. L'hôte du palais présidentiel dit avoir échangé avec le chef de l'État ivoirien sur divers sujets, notamment la croissance économique et la formation professionnelle. Nous avons indiqué que l'Union européenne était disposée à apporter son concours à la Côte d'Ivoire, notamment sur des questions sécuritaires. Et puis nous avons abordé différents sujets nationaux et internationaux, comme la croissance économique, le rôle des jeunes ou l'éducation. Aujourd'hui, je suis absolument ravie parce qu'un peu plus tard, j'aurai l'occasion de signer le programme indicatif pluriannuel, qui est la base de notre coopération bilatérale, qui, elle, suivra 3 priorités. Tout d'abord, le développement humain, avec le rôle particulier des jeunes et la formation professionnelle. Ensuite, la croissance économique, avec une nouvelle initiative sur le cacao, par exemple. Et enfin, la sécurité et la gouvernance. Et donc, je tiens à remercier le président et le gouvernement de Côte d'Ivoire pour l'excellente coopération qui est la nôtre. Et je suis ravie à l'occasion de pouvoir renforcer encore ce lien entre nos deux entités. Avant de prendre congé, la commissaire européenne aux partenariats internationaux s'est dite heureuse d'avoir rencontré le président de la République, Alassane Ouattara, pour la 2e fois. La première rencontre entre elle et le président ivoirien a eu lieu lors du 6e sommet Union africaine-Union européenne en février dernier à Bruxelles, en Belgique. Jutta Urpilainen, la commissaire européenne en charge des partenariats internationaux, est donc en visite de travail en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement du partenariat entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Mercredi, à la primature, elle a procédé à une signature d'accord de financement de 5 actions concrètes d'un montant de près de 40 milliards de francs CFA. Alexis Ouedraogo nous indique que l'accord porte sur 3 axes prioritaires. On va l'écouter. À la primature, ce mercredi, la commissaire européenne en charge des partenariats internationaux échange avec le chef du gouvernement. L'occasion pour Jutta Urpilainen de lancer la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle de l'institution.
Nous avons été en mesure de pouvoir signer le programme indicatif pluriannuel avec la Côte d'Ivoire pour un montant de 228 millions d'euros et il reprend 3 priorités. La première étant le développement humain. Nous investissons donc véritablement dans les gens. Le deuxième axe, c'est celui de l'économie, puisque nous visons à renforcer l'économie, notamment l'économie durable. Et c'est dans ce cadre que nous avons une initiative de l'équipe Europe sur le cacao. Le troisième axe concerne la sécurité, puisque nous voulons renforcer la gouvernance et la sécurité. Ce sont donc les 3 priorités dans ce programme pluriannuel qui vont guider notre coopération future. Acte concret, la signature d'accords de financement d'une enveloppe de 58 millions d'euros, soit près de 40 milliards de francs CFA, pour 5 actions précises que sont la transformation de la production cacaoyère pour un cacao made in Côte d'Ivoire durable, le renforcement des capacités sécuritaires du pays, l'accompagnement et le renouvellement des engagements climatiques, le renforcement des compétences pour un meilleur accès au marché de l'emploi et enfin l'appui à la coopération et au partenariat Union européenne-Côte d'Ivoire. Pour le chef du gouvernement, il s'agit de mettre en œuvre avec efficacité les projets engagés. Il est extrêmement important de mentionner le fait que cet appui accompagne une initiative gouvernementale, accompagne une stratégie nationale. Nous mettrons tout en œuvre pour que dans le processus d'exécution de nos projets, nous puissions avoir des niveaux de capacité d'absorption qui sont compatibles avec ce qu'on peut être en droit d'en attendre, mais surtout d'être orientés résultats pour que les populations puissent voir dans la réalisation de ces projets-là les attentes qu'ils ont. Les États membres de l'Union européenne, leurs institutions financières ainsi que la Banque européenne sont engagés dans ce programme, une approche équipe Europe pour lever des financements supplémentaires en vue de soutenir les axes prioritaires que sont le cacao durable, la transition bas carbone, la paix et la stabilité. Et après la signature de cet accord à la primature, la commissaire européenne en charge des partenariats internationaux a fait le déplacement d'Azaguié, département d'Agboville. Sur place, elle s'est rendue dans une plantation de cacao, mais pas n'importe laquelle. Une plantation qui met au centre de ses pratiques l'agroforesterie, la culture du cacao durable, luttant donc contre la déforestation. La commissaire a ainsi pu se rendre compte de tout ce qui est mis en œuvre pour assurer la traçabilité et la durabilité du cacao ivoirien. Les précisions de Jean-Louis Bangbo. Un décor et une ambiance bien loin des bureaux de la Commission de l'Union européenne à Bruxelles, où siège Jutta Urpilainen. La commissaire européenne aux partenariats internationaux est venue faire l'expérience de la culture du cacao ivoirien. La rencontre s'est faite dans cette plantation dite de cacao durable, misant sur l'agroforesterie. Je suis en agriculture 100% biologique. En agroforesterie, nous travaillons sur un modèle d'agriculture climato-intelligente, donc d'une agriculture durable. Durabilité du cacao, une meilleure rémunération du producteur, mais également traçabilité. C'est cette nouvelle façon de produire le cacao que le Conseil Café Cacao a voulu montrer à travers le choix de cette plantation pour la visite. C'est important pour nous de montrer à l'Union européenne qu'on n'a pas attendu que les mesures soient prises contre le cacao et la déforestation pour pouvoir poser des actes parce que nos producteurs avaient compris depuis longtemps que le climat changeait, ils avaient de moins en moins de pluie et ils devaient faire quelque chose. Donc dès que la recherche s'est mise en branle et qu'on a eu les premiers résultats, ils ont été accompagnés, formés aux nouvelles pratiques, aux nouveaux itinéraires techniques. Et désormais, pour nous, le plus important, c'est d'avoir des arbres dans le cacao. Les échanges entre Jutta Urpilainen et les acteurs sur le terrain ont mis en lumière les efforts entrepris par la Côte d'Ivoire pour lutter contre la déforestation. De ce que j'ai entendu lors de nos échanges, je me rends compte que le système qui a été mis en place ici, c'est vraiment un système d'économie circulaire. Et donc pour moi, c'est vraiment l'exemple de l'excellence. J'ai beaucoup appris lors de cette visite et l'Union européenne est tout à fait disposée à apporter un soutien à la production de cacao durable en Côte d'Ivoire. Et donc c'est important pour moi de venir ici sur le terrain pour pouvoir, de retour à Bruxelles, expliquer à mes collègues les différentes activités qui sont menées ici par les producteurs de cacao pour renforcer une production du cacao durable. La Commission européenne a publié en novembre dernier une proposition de loi pour lutter contre la déforestation. Sont concernés par cette proposition des produits comme le soja, le bois, le cacao
et le café. Et voilà ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est sur cette visite de travail de Jutta Urpilainen. Il a été longtemps évoqué, longtemps attendu. Enfin, il voit le jour. Après quelques années de réflexion et de préparation, le fonds de prévoyance des agents des eaux et forêts est là. L'Assemblée générale constitutive vient de se tenir et les organes du fonds ont été mis en place. Le reportage de Franck Quadio. Un fonds de prévoyance pour les agents des eaux et forêts. Après 2 années de réflexion et d'élaboration de travaux, 97 délégués, un conseil d'administration et un comité de contrôle ont pour mission apporter des solutions aux préoccupations sociales des agents. Élu PCA, président du conseil d'administration, le lieutenant Alidjou Touré se félicite de cette nouvelle responsabilité. Pour nous, c'est une lourde responsabilité et nous sommes conscients de cette responsabilité-là. Nous allons tout mettre en œuvre pour que ce fonds-là puisse répondre aux aspirations des agents des eaux et forêts de Côte d'Ivoire. Notre rôle, ce sera de veiller à ce que les textes, notamment les statuts et règlements intérieurs, soient appliqués à la lettre et que les procédures de gestion des fonds soient assurées de manière cohérente. Cheville ouvrière de la mise en place de cet instrument de solidarité, le ministre des Eaux et Forêts exhorte les responsables à une bonne gestion. C'est un fonds qui va être mis en place pour mettre les forces, je dirais, ensemble. La corporation des forestiers est forte de plus de 4000 membres. Donc tous ces moyens, la mise ensemble, vont permettre de bâtir un fonds qui sera au service de ses membres, mais un fonds qui sera géré, je l'espère en tout cas, comme un fonds qui doit aussi rapporter à ses adhérents. Le comité ad hoc a bénéficié du soutien du ministère de la Protection sociale qui a traduit son soutien à ce nouvel outil d'entraide, comme le fonds de la police nationale et celui des militaires. Le fonds des agents des eaux et forêts entend œuvrer à un environnement de paix, de cohésion et de fraternité. Et avant de poursuivre, sachez que M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque, mesdames et messieurs les députés, à la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire 2022 qui se tiendra demain vendredi 1er avril à 10h au Palais de l'Assemblée nationale. Et maintenant, on va s'intéresser à l'actualité Covid, ce visiteur indélicat qui refuse de partir. Hier, mercredi 30 mars, le coronavirus a touché 3 personnes. À ce jour, on compte 81 722 malades de Covid depuis le début de la pandémie. 8 cas sont encore actifs au moment où je vous parle et 796 personnes ont définitivement perdu le combat contre le virus. 796 décès enregistrés donc en Côte d'Ivoire depuis mars 2020. On ne le dira jamais assez, les gestes barrières et le vaccin sont le rempart. Ne nous faisons pas prier. L'albinisme, c'est ce trouble génétique qui cause chez une personne l'absence ou la très faible présence de pigmentation dans les yeux et aussi parfois dans la peau et les cheveux. Les femmes juristes de Côte d'Ivoire et l'ONG RAIES plaident pour une amélioration de leur prise en charge. C'était lors d'un atelier auquel a pris part Patricia Omouitia. L'albinisme est une maladie génétique rare due à une anomalie héréditaire caractérisée par une absence de mélanine partielle ou totale. Cette absence de mélanine engendre une dépigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. En Côte d'Ivoire, 6 000 personnes seraient touchées par la maladie. Si les 2 partenaires ont des gènes albinos dans leur patrimoine génétique, ils vont transmettre à leurs enfants. Et quand ils transmettent, en général, 1 fois sur 4, un enfant sera albinos. Mais aujourd'hui, avec le nouveau recensement, cette population a triplé même, peut-être même un peu plus de 10 000 à 12 000 personnes. L'albinisme est non seulement responsable de cancers cutanés, mais c'est aussi une maladie stigmatisante dont il est essentiel de déconstruire les préjugés. C'est dans ce cadre que le projet Albi Ivoire et la Fondation Pierre Fabre encouragent les personnes atteintes d'albinisme à adhérer à une association pour recevoir un soutien social et psychologique. Aujourd'hui, au niveau de la santé, je pense que nous sommes un peu impuissants. Mais je pense qu'avec ce projet,
ça va permettre de combler le vide, le grand vide. Parce que nous avons constaté que nos membres meurent de cancer de la peau. Ce projet Albivoire, qui pour la première fois est un projet pour traiter tous les problèmes des personnes avec l'albinisme. La dermatologie, l'accès aux soins pour les yeux, mais également le soutien psychosocial et puis la formation également des personnels de santé pour traiter les problèmes des personnes atteintes d'albinisme. Le programme de prévention et de prise en charge des personnes atteintes d'albinisme en Côte d'Ivoire repose sur la création d'une équipe mobile proposant des consultations itinérantes dans 10 régions du pays. Les têtes couronnées de Côte d'Ivoire reconnaissantes au chef de l'État pour avoir bénéficié de positionnement et de rayonnement, les rois et chefs traditionnels prévoient de rendre hommage au président Alassane Ouattara. Ce sera au Palais de la Culture de Treichville le 9 avril prochain. L'annonce a été faite cette semaine au micro RTI 1 de Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. Le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels sera au Palais de la Culture le 9 avril prochain pour rendre hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. Le président, durant ses 2 mandats, pose des actes importants. Mais nous avons retenu un seul, c'est l'adoption de la loi numéro 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, formalisant ainsi notre existence. En d'autres termes, nous sortant de l'informel, il fallait lui montrer que nous aussi nous sommes reconnaissants. Pour Nanan Gazakat, coordonnateur commissaire général, ce témoignage vise à traduire la reconnaissance pour les multiples actions en faveur du positionnement du pays. Tous les chefs de Côte d'Ivoire sont conviés à cet événement. Et en plus des chefs, les sociétés civiles, tous nos partenaires. La cérémonie d'hommage se tiendra au Palais de la Culture où près de 5000 chefs sont attendus. Clap de fin du Festival national de l'Afrique. Cette 2e édition du FENA vient de refermer ses portes après 72 heures d'exposition et d'activités culturelles. Le FENA, c'est la promotion des traditions, des valeurs de paix et d'intégration. Et cette édition 2022 a tenu toutes ses promesses. Compte rendu, Jean-Marc Djadji. Entrée triomphale des majestés Apia Amwani, de la reine-mère Nana Abrafikoto du Ghana et de Nana Kwasi Adengra, roi des Brons, dans l'enceinte du Palais des Sports de Treichville. Toute une harmonie entre peuples ivoiriens et ceux de la CEDEAO. Nous sommes à la clôture de la 2e édition du Festival national de l'Afrique, FENA. Une occasion pour les festivaliers venus des pays de la sous-région de démontrer leur savoir-faire et la richesse de leurs us et coutumes. Si nous sommes réunis aujourd'hui en tant que les différentes communautés de la CEDEAO, c'est pour que nous soyons ensemble, c'est pour que nous vivons ensemble, c'est pour la cohésion sociale, c'est pour la solidarité. Un brassage culturel salué par le ministre de la Réconciliation, Kouadio Konan-Bertin. Comme il est beau d'être ici rassemblés pour célébrer notre culture, pour célébrer nos traditions, qui est un facteur et le socle de la cohésion, le rassemblement et de la paix. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, représentant du Premier ministre, a félicité les initiateurs pour leurs actions en faveur de l'intégration africaine. Un objectif s'alignant sur la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. À travers l'organisation de ce festival et surtout, vous démontrez, chers frères et sœurs des pays frères de la CEDEAO, votre parfaite intégration à la société ivoirienne, votre rattachement à la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui ne ménage aucun effort pour promouvoir une Côte d'Ivoire en paix, une nation ouverte, hospitalière et où cohabitent en parfaite harmonie et également où vivent en totale synergie toutes les communautés ivoiriennes. L'initiatrice du Festival national de l'Afrique, FENA, Nana Abrafikoto, a été intronisée reine-mère de la sous-région par les festivaliers.
Reportage Jean-Marc Djadji et Traoré Zakaria en Paragnablé dans le département d'Abengourou, Indénié Djoablin. Une délégation de la Banque mondiale y a séjourné récemment pour le projet de distribution gratuite des manuels scolaires dans les écoles. Cela à travers le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base. On retrouve Herman Niamia, notre correspondant dans la région. Pendant les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, la Banque mondiale, à travers le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base, PADGS, a procédé à la distribution de plus de 3 400 000 livres de lecture et de mathématiques aux élèves de CP1 et CP2 sur l'ensemble du territoire national. Une contribution pour permettre aux élèves de disposer en plein temps des manuels scolaires pendant les cours et à la maison. Pour s'assurer que ces manuels scolaires sont utilisés aussi bien à l'école qu'à la maison, une mission du PADGS a séjourné dans la ville de Niablé. Ces livres ne sont pas à vendre, ce n'est pas à louer, c'est des livres qui sont gratuits. Ce que nous demandons aux parents, c'est de prendre soin des livres, de les couvrir, d'apprendre à l'enfant à en prendre soin, par exemple. Je voudrais conseiller à nos collaborateurs enseignants et à tous les encadreurs qu'il faut initier très tôt les enfants à l'utilisation du dictionnaire. L'initiative du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base, PADGS, dans son volet éducation, vise à soutenir le gouvernement dans sa politique de rendre l'école obligatoire et gratuite pour tous les enfants ivoiriens de 6 à 16 ans. J'engage tous les acteurs à œuvrer pour l'atteinte des objectifs du PAGDS afin que les élèves d'un niveau supérieur puissent bénéficier des manuels scolaires. Outre la distribution des manuels scolaires, le PADGS apporte un appui au ministère de l'Éducation nationale pour l'affectation en ligne des élèves de 6e afin de permettre aux parents d'élèves d'affecter eux-mêmes leurs enfants dans les établissements secondaires de leur choix. Voilà un an que Irielou Colette est allée faire un tour qui s'éternise. Elle est absente depuis le 5 mars 2021. Décédée, absente, mais présente dans nos esprits, vivante dans nos cœurs. Les proches de Irielou se souviennent de la brave femme qu'elle a été, cette mère, cette sœur, cette collègue, cette amie formidable qu'elle fut. Ils ont demandé une messe d'action de grâce en son honneur. Serge Pacom Didi et Serge Coléa étaient aussi à la paroisse Saint-Jean-Paul II de Cocody en Hongrie. C'est en mars 2021 que l'ex-présidente de la FENACOVICI, la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, a tiré sa révérence. Depuis un an, Irielou Colette repose à Iriefla, son village natal, dans la région de la Maraoui. Enfants, frères, sœurs, amis, membres des coopératives du vivrier ont marqué ce jour d'une pierre blanche. Une messe d'action de grâce et de reconnaissance à la défunte s'est tenue à la paroisse Saint-Paul de Hongrie, lieu de prière de Irielou. Cette messe d'action de grâce, pour confier encore notre moment au Seigneur, pour tout ce qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire, pour nos familles, pour tous les orphelins, ceux qui n'ont pas d'abri. Elle était généreuse, elle ne tirait pas, elle accueillait tout le monde. Des prières et surtout des témoignages pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Irielou Colette était mère de 2 enfants, Augustin, Marie-Clément et Angèle. Pour ceux qui l'ont connue, c'était quand même une fervente croyante. Elle s'est beaucoup investie dans les différentes paroisses, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur. Et nous estimons que c'était son temps qui était venu. Et donc cette messe, c'est vraiment pour rendre grâce à Dieu. Nous, au niveau de la famille, 1 an, c'est encore trop court pour nous. Un message de remerciement à l'endroit de tous ceux qui ont accepté de soutenir la famille Irielou depuis le départ de maman Irielou. Tous ceux qui nous ont aidés depuis lors jusqu'à ce jour, ce sont des remerciements seulement que nous avons à leur adresser. Ses sœurs, membres de la FENACOVICI, lui ont rendu un vibrant hommage. Que l'âme de Irielou Colette repose en paix.
C'est une première dans l'exercice du contrôle parlementaire en RDC. La majorité des députés présents hier mercredi au soir à l'Assemblée nationale ont destitué le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba, qui lui était reproché notamment la flambée des prix des biens sur le marché à travers le pays. Le député de la coalition gouvernementale l'Union Sacrée avait initié la motion de défiance contre ce proche du président du Sénat, Modeste Bahati. Mais le ministre a eu du mal à convaincre les élus de son propre camp et a quitté l'hémicycle pendant le déroulement du vote. Le président tunisien lui a annoncé hier mercredi la dissolution du Parlement, 8 mois après l'avoir suspendu pour s'arroger les pleins pouvoirs en juillet 2021. Kais Saied a fait cette annonce lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale qu'il a présidé quelques heures seulement après que des députés ont bravé la suspension du Parlement en organisant une séance virtuelle au cours de laquelle ils ont voté pour annuler les mesures exceptionnelles décidées depuis par le président. Pour Kais Saied, cela est un affront, lui qui parle de tentative de coup d'État ou encore de putsch contre la Constitution. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et demain, je serai encore chez vous à 13h.